Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Comment trouver des diamants dans Minecraft grâce à la data science. Donc tout d'abord, je m'appelle Marc Ruzik, je suis développeur de jeux, j'ai été développeur de jeux principalement entre 2004 et 2020. Je suis aussi avant tout développeur .NET C#, je suis senior lead développeur, donc c'est ma responsabilité actuelle. J'ai été consultant pour plusieurs industries différentes, aussi bien dans la santé, dans l'éducation, le pétrole même, et aujourd'hui la finance. Et donc j'ai eu l'occasion d'utiliser pas mal de technologies qui sont liées dans l'inconscient collectif aux jeux vidéo, comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, encore des plateformes comme Unity 3D. Et enfin, je suis Lead Learning Expedition pour Margot, mon employeur actuel. Et donc je m'occupe d'accompagner des gens à différents événements. Et c'est aussi grâce à eux que je suis là aujourd'hui pour vous faire cette conférence. Donc aujourd'hui, on va parler de Minecraft. Alors, Minecraft, c'est un jeu vidéo que je pense que beaucoup de gens connaissent, mais on va quand même rappeler quelques fondamentaux de ce jeu qui vont nous permettre donc d'expliquer notre propos. Donc Minecraft, c'est un jeu où ça ressemble un peu au Lego, c'est-à-dire qu'on utilise des différentes briques pour créer des éléments et pour récupérer par exemple la pierre dont on a besoin pour faire ce château. Pour ça, on va devoir creuser cette pierre. Donc on a une pioche et on tape sur la pierre pour en récupérer tout ce qu'il faut. Et pour ça, on utilise des pioches. Alors on peut fabriquer des pioches avec à peu près tout dans Minecraft. Donc avec du bois, par exemple, on fabrique une pioche en bois. Alors la pioche en bois, c'est pas terrible. Par contre, si on a une ressource très précieuse comme du diamant, et bien avec ça, on peut fabriquer une pioche en diamant. Et la pioche en diamant, c'est absolument super. Vraiment, tout le monde dans le jeu veut des diamants, veut encore plus de diamants, d'autant plus qu'une pioche, ça s'use. Il faut à nouveau des diamants, donc il faut toujours plus de diamants. Donc la question, c'est comment trouver des diamants dans Minecraft. Et je voulais aborder cette problématique en utilisant donc la data science. Pour ça, j'utilise différents logiciels existants, comme par exemple Overviewer, que vous voyez ici, qui est un outil qui permet de représenter en 3D isométrique un monde de Minecraft. J'utilise aussi un autre logiciel qui s'appelle Unmind, qui permet lui d'avoir une vue plutôt du ciel de dessus. Et enfin, j'utilise un troisième outil qui s'appelle MBT Explorer, qui permet de voir les données du jeu lui-même. Simplement, donc voilà par exemple le monde, comme il est, et c'est un monde que j'ai pris un peu au hasard. Je l'ai téléchargé au hasard, je me suis dit, ok, c'est bien, j'ai une représentation de ce monde, mais où trouver les diamants? Où sont les diamants? Parce que là, voilà, on voit les choses de très loin, on ne voit pas nécessairement où se trouve le diamant, ni en quelle quantité, ni où est-ce que je dois commencer par aller, etc., etc. Donc pour ça, je commence par sélectionner une région particulière de l'univers, et ce qui correspond à peu près à un fichier du jeu. Ce qui est assez important, on va le voir un peu plus loin. Donc j'ai une approche qui est à la fois visuelle et technique, vous allez comprendre bientôt. Donc, et avec ces trois logiciels, je me dis, mais comment faire justement pour avoir les informations qu'il me faut, comment faire pour trouver ce diamant? Et c'est là que les ennuis commencent. Parce que ce que je vous ai montré des logiciels, c'est leur point fort, c'est la représentation visuelle. Par contre, quand il s'agit de faire une sélection des informations pour trouver les informations qui nous intéressent, la fameuse aiguille dans une botte de foin, là tout de suite, ça devient plus compliqué. Alors je me suis dit, est-ce qu'on peut accéder aux données en JSON? Est-ce qu'on peut prendre justement toutes les données d'un Minecraft et les avoir de façon justement plus facilement accessible? Un JSON, bon, je ne m'attendais pas déjà à ce que toutes les données soient accessibles facilement, comme on l'a avec beaucoup d'applications de data science ou liées à la géolocalisation. Je m'attendais quand même à ce qu'on ait facilement du JSON. En fait, ce n'est pas le cas. Donc déjà, sur les formats standards, c'est un peu plus difficile. J'espérais aussi qu'on puisse avoir accès facilement à des données au format brut. Là aussi, c'est plus compliqué. Et enfin, je me suis dit, peut-être tout simplement, c'est un jeu en 3D, peut-être qu'il y a des valeurs en 3D, des matrices qui contiennent facilement l'intégralité des données. Bien, c'était le cas à une époque, à l'époque où les données étaient enregistrées de façon plus simple. Mais aujourd'hui, bien, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'accéder facilement aux données qui nous intéressent, c'est-à-dire la localisation du diamant, c'est plus difficile. Donc comment faire pour trouver des diamants dans Minecraft avec le data engineering? Donc, comment est-ce que je fais? Je commence par utiliser les notebooks. Alors les notebooks, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des carnets interactifs très utilisés en data science, principalement avec des technologies comme Python, qui ne sont d'ailleurs pas vraiment le langage lié à Minecraft. Et alors pour ça, j'utilise .NET Interactive, qui est la version C# des Jupyter Notebooks. C'est-à-dire, grosso modo, ce sont des Jupyter Notebooks qu'on peut programmer en C#. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Tout simplement parce que le Minecraft est fait en Java. J'ai pas de connaissances en Java.
Et par contre, le fait d'avoir à la fois des outils de data science qui utilisent C#, qui est mon langage professionnel, mais surtout avec des facilités, que nous allons voir plus loin, ça a rendu pas mal de services. Alors là, je montre un peu un exemple de comment fonctionne un carnet interactif. J'ai simplement ici, par exemple, une opération d'addition, je peux afficher le résultat. Mais de façon plus intéressante, si j'ai par exemple une liste d'éléments, je peux facilement en afficher le contenu. Et pour un jeu comme Minecraft, qui est un jeu composé de blocs, c'est-à-dire d'une grille en 3D, si on a différentes façons d'accéder à ces éléments en 3D, par exemple en 2 dimensions, avec une vision du dessus et une vision de côté, ça nous permet déjà d'avoir des visions en tranches. Et quand il s'agit de trouver un élément de matière, comme des diamants, quelque part dans l'une des couches, avoir des représentations en couches, ça aide beaucoup. Donc, me servir d'une représentation du type le carnet Jupyter Notebook ou autre, ça aide beaucoup. Et donc, je me suis aussi servi, et ça c'est un énorme point, c'est un point extrêmement important, d'une DLL de l'un des logiciels que je vous ai montré, non pas les plus graphiques, mais le plus technique. Parce que le plus technique d'entre eux a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir accéder aux données le plus profondément possible. Et il se trouve que, c'était absolument pas prévu par eux, mais ils ont une DLL qui contient déjà tout le modèle de données. Ce qui fait qu'avec un notebook, je peux me connecter à cette DLL et utiliser tout leur modèle de données. Je vous disais tout à l'heure que c'était intéressant de me concentrer sur un fichier de région en particulier. C'est-à-dire que si j'ai une source sous forme d'un fichier informatique et une DLL qui permet de créer un modèle de données, plus un notebook qui permet de commencer à représenter graphiquement, je commence déjà avec de bonnes cartes en main pour pouvoir résoudre le problème. Donc l'un des premiers problèmes, c'est ce que j'appelle les nombres longs. Vous voyez ce nombre, c'est en fait les données de Minecraft. Puisque avant ça, ils utilisaient une grille en 3D avec les identifiants de ce qui nous intéressait, puis ils se sont aperçus que ça prenait énormément de place, notamment pour représenter les espaces vides. Ils ont donc décidé de comprimer au maximum les informations pour faciliter notamment les temps de chargement. On est sur des mondes en 3D qui peuvent être avec beaucoup de données, des mondes de Minecraft qui peuvent faire des kilomètres de côté, donc charger les données vite, donc avoir peu de données à télécharger pour pouvoir afficher les données d'un monde, ça reste le plus important. Donc on a un nombre comme ça, qu'on doit transformer en binaire. On doit déterminer des groupes, ici des groupes de 5 éléments binaires, qu'une fois recombinés nous donnent des chiffres, et en fonction d'une table, on sait de quel élément il s'agit. Là, par exemple, il s'agit de pierre. Le nombre, d'ailleurs, la taille de ces groupes dépend du nombre d'éléments totaux, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Pour parler de la partie graphique, justement, à quoi ça correspond ? Ici, j'ai justement une tranche, et de façon générale, ça permet de se rendre compte du contenu d'un monde Minecraft. Un monde Minecraft, c'est à peu près 70% de pierre, puisque toute une partie du jeu se joue sous la terre, d'où le nom de mine dans Minecraft, les mines. Les caves souterraines, c'est à peu près 14%. Les différents liquides, aussi bien l'eau que la lave, c'est à peu près 12%. Les métaux, 1,5%. Les gemmes, 0,2%. Et enfin, le diamant qui nous intéresse, c'est 0,02%. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette problématique de trouver l'aiguille dans la botte de foin. Ici, le diamant, vous voyez, ça correspond à cette petite partie qui est ici. Et j'ai choisi volontairement une tranche où il y a du diamant. Il y a aussi toutes les tranches où il n'y a pas de diamant. Donc comment faire pour trouver des diamants dans Minecraft avec la data visualisation plus exactement? Là, j'en étais à un stade où je me dis, il faut que je représente les données de la façon qui m'intéresse, particulièrement tous les endroits qui sont proches du diamant. Donc pour ça, j'ai commencé par utiliser des instruments en ligne de commande, qui sont ces logiciels que je vous montrais, tout en utilisant les notebooks. C'est-à-dire que je me sers des notebooks pour générer les lignes de commande qui vont permettre de générer les rendus. Et ça, c'est assez pratique, parce qu'à partir du moment où j'ai accès aux données et j'ai une idée à peu près approximative de l'endroit où je souhaite trouver du diamant, c'est beaucoup plus facile d'afficher des rendus. Donc j'ai des rendus en petite taille, en grande taille, et ça me permet déjà d'avoir une première idée de ce que je recherche. Je me suis aussi intéressé à tout ce qui était les rendus HTML, avec un énorme avantage, c'est qu'on peut les afficher directement dans les notebooks. Là, par exemple, j'ai une vue du ciel, j'ai différentes données qui correspondent à de l'eau, du sable et de l'herbe, et je suis capable de les afficher directement dans le notebook. Et ça, c'est un avantage énorme, c'est que d'habitude, soit on crée des rendus, et après il faut aller les consulter quelque part, soit on utilise des outils externes. Et là, l'énorme avantage, c'est que l'avoir directement dans le notebook, ça simplifie la vie. D'autant plus que, plutôt que de faire simplement du HTML, on peut aussi faire du HTML avec du JavaScript. Et tout de suite, ça devient interactif. Là, par exemple, j'ai la représentation de tout un bloc avec ses différentes couches, et je peux facilement switcher d'une couche à l'autre, jusqu'à trouver la couche avec le diamant.
Ça, c'est assez utile parce que ça permet, lorsque j'ai identifié un bloc, par exemple, de 16 unités au cube dans lequel se trouve du diamant, je peux parcourir les couches une à une de façon interactive jusqu'à trouver celle qui m'intéresse. Ça permet déjà de réussir à trouver un peu de diamants et à se donner une idée de si on va réussir à trouver tous les diamants. J'utilise aussi des affichages au format SVG. Donc le format SVG, c'est un format qui est facilement éditable, ça ressemble à du XML. On peut déterminer par exemple des carrés de couleurs qu'on affiche à l'écran avec des coordonnées. Et ça, par exemple, c'est un rendu que j'ai moi-même créé. Donc pour ça, j'ai accédé aux données en couches et je les ai toutes représentées une par une. Alors, il n'y a pas d'optimisation, c'est vraiment des carrés les uns à côté des autres. C'est peut-être un peu lourd, mais pour ce qui nous intéresse, c'est super. D'autant plus que là aussi, ça s'affiche directement dans le notebook. Et donc, ça me permet de très facilement modifier la formule, tester d'autres éléments et voir finalement ce qui m'intéresse. Et enfin, donc, lorsqu'on a comme ça une image avec des nombres, ça aide beaucoup pour la data visualisation. Là, par exemple, ici, j'ai une vue du ciel avec l'élévation de terrain, aussi bien le niveau de la mer que le niveau du sol qui est à côté. Et ça m'a aidé pour faire différentes versions et différents éléments, comme ici, par exemple, un outil de pathfinding pour calculer un plus court chemin d'un point à l'autre de la carte. Donc ici, on est en vue du ciel, vous voyez un peu d'eau, vous voyez aussi donc un arbre vu de dessus. Et là, tout le principe, c'était de pouvoir éviter à la fois l'eau et éviter les arbres. Parce qu'évidemment, les arbres, c'est plus compliqué à gérer. Et surtout, à partir du moment où on gère les choses avec une vue du ciel, on a l'énorme avantage de pouvoir gérer les terrains plats. Et les terrains plats sont facilement accessibles. C'est beaucoup plus facile de se déplacer sur un terrain plat, donc d'aller d'un point à l'autre sur un terrain facilement praticable, plutôt que de devoir, par exemple, éviter à chaque fois les trous. Les trous, les précipices, les volcans et toute autre série de problèmes qu'il peut y avoir dans un monde comme Minecraft. Alors, en ce qui concerne les diamants, là je vous remontre une vision donc, en 3D isométrique et une vision vue de dessus. Par exemple, dans cette vision en 3D isométrique, il y a une façon de représenter les diamants, c'est-à-dire qu'on peut demander au logiciel de mettre une petite couleur sur le terrain aux endroits où il y a du diamant. Simplement, ça reste assez limité et ce n'est pas très visible. En utilisant ce que j'avais déjà en data visualisation et donc une vue de dessus, je suis capable aussi d'afficher les petits diamants. Donc ça, ce sont les cases avec du diamant. Le problème, c'est que ce n'est pas très visible. Et tout l'intérêt de la data visualisation, c'est de faire en sorte que les choses soient bien visibles et compréhensibles pour pouvoir prendre des décisions. Donc, à partir de la carte du ciel, j'ai décidé d'afficher les diamants de façon beaucoup plus visible. Donc là, ici, on a une première visualisation de tous les endroits où il y a des diamants. Déjà, quelque chose qui m'a étonné, c'est qu'il y a beaucoup plus de diamants que j'en avais l'impression. Parce que moi, quand je joue, je ne trouve pas tout ça comme diamant. C'est pas aussi facile que ça. Et alors je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que c'est pas aussi facile de trouver absolument tous ces diamants? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement jouer et, grosso modo, les ramasser? Alors, déjà, c'est que les diamants sont sous la terre, faut creuser. Donc c'est beaucoup plus difficile. Vu du ciel, ça a l'air simple. Par contre, quand on est dans le souterrain, c'est beaucoup plus difficile. Mais surtout, il y a différentes problématiques qui sont absolument fondamentales, particulièrement quand on passe du haut de l'univers jusque tout en bas, c'est qu'il y a des obstacles, comme par exemple de l'eau. Parce que là, vous voyez, si vous creusez en ligne droite, vous vous retrouvez dans l'eau. Et partir dans un souterrain, creuser en apnée sous l'eau, c'est quand même super difficile. Et ça correspond, mine de rien, à peu près 64% des diamants. Vous voyez, déjà rien qu'avec ça, il y a 2/3 des diamants qui sont inaccessibles, aussi bien ceux qui sont directement sous la surface de la mer, que ceux qui sont tout simplement, qui ont une poche d'eau quelque part sur le chemin, et ce qui fait que ça bloque. Donc il y a aussi la lave. Alors la lave, je vous le dis tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué que l'eau, parce que non seulement quand on tombe, quand on tombe dedans, on meurt. Donc il faut éviter de tomber dans la lave. Ça, mine de rien, c'est quand même 23%. Donc on est aussi bloqué. Et enfin, le dernier point, c'est les monstres. Parce que oui, comme il y a des cavernes souterraines, dans les cavernes, il y a des monstres. Et quand on tombe dans une caverne avec des monstres à peu près partout, généralement, on ne survit pas assez longtemps pour aller chercher le diamant et revenir. Donc les monstres, c'est aussi un problème assez important, c'est 46%. Là, vous allez me dire, mais quand on fait le total, ça fait largement plus de 100%. Oui, parce que les problèmes se cumulent. Vous pouvez avoir de l'eau, de la lave, des monstres, tout ça à peu près en même temps. Et cela, je compte juste en allant au plus court chemin en ligne droite. Donc, quels sont les diamants qui sont facilement accessibles sans aucun problème depuis la surface? On est à peu près à 17%, ce qui est pas mal. Donc tout ça, j'ai pu le calculer avec justement les notebooks et compagnie. Mais il s'agissait justement encore de les représenter.
Donc là, je vous remets la carte avec absolument tous les diamants accessibles et on va retirer tous ceux qui sont inaccessibles. Donc là, vous voyez, par exemple, je retire tous ceux qui sont dans l'eau. Donc évidemment, il y a tous ceux qui étaient directement dans l'eau qui sont effacés, mais aussi ceux qui sont quelque part bloqués par une poche d'eau. Je vais maintenant retirer tous ceux qui sont bloqués par la lave. Donc voilà, il y en a quelques-uns de moins. Et enfin, tous ceux qui correspondent aux monstres. Il y en a encore quelques-uns en moins. Par contre, vous voyez que quand même, et ça c'est l'avantage, eh ben, il en reste pas mal. Il reste pas mal de diamants. Donc il en reste combien? Il reste 74 clusters, donc 74 groupes de diamants. Donc parfois il y a des diamants côte à côte. Ce qui correspond à un total de 239 diamants, et ce qui fait à peu près 12% des diamants. Donc ça explique la grande différence entre tous les diamants qui existent et tous ceux qui sont facilement accessibles. Il y en a beaucoup moins. Et comme je vous disais, les diamants, c'est à peu près 0,02% de la matière de Minecraft. Donc on est sur 12% de 0,02%, ce qui est quand même beaucoup moins. Mais là, l'avantage au moins, c'est qu'on a une carte, un peu une carte au trésor. On sait quels sont les différents endroits où on peut aller et quels sont les endroits où, de façon sûre et certaine, on puisse creuser depuis la surface en ligne droite vers le sol et trouver le diamant sans rencontrer aucun monstre, sans se noyer et sans être brûlé par la lave. Donc évidemment, je pense qu'avec ça, tout le monde va pouvoir devenir riche. Donc tout le monde va pouvoir avoir tous les diamants qu'il souhaite. Et enfin, donc, la partie sur la conclusion. Je pensais que les données de Minecraft étaient beaucoup plus facilement accessibles, ce qui m'aurait permis d'aller beaucoup plus vite. Et en réalité, je me rends compte que déjà, c'est moins accessible que prévu, les données elles-mêmes. Les diamants aussi sont moins accessibles que prévu. Et surtout, comme la matière de base, Minecraft est un jeu vidéo, contrairement à beaucoup de logiciels, et quasiment tous les outils sont graphiques. Et parfois, les outils nous donnent des indications graphiques et c'est tout. C'est-à-dire qu'on peut regarder le logiciel pour avoir une impression graphique d'où sont les informations qui nous intéressent. Par contre, quand il s'agit de dire à ce même logiciel, OK, fais-moi une liste sur Excel, fais-moi un fichier CSV ou autre chose, et ben on ne l'a pas. Donc moi ce que je dirais, c'est que c'est intéressant s'intéresser à ce genre de problématique, ça permet de trouver des points d'amélioration sur la représentation graphique des données, comme par exemple beaucoup de logiciels qu'on connaît qui peuvent justement accéder aux données, mais qui ont tendance à les rendre de façon graphique pas forcément très utilisables. Donc là, au contraire, le jeu vidéo est fait pour être utilisable par un humain, mais c'est aussi son point faible, c'est-à-dire que comme c'est fait pour être utilisable par un humain, ça met le résultat devant les yeux et ça attend que l'humain prenne une décision. Je pense que l'utilisation aussi de formats communs, justement comme le JSON, permettrait de beaucoup plus facilement rendre ces données accessibles. Et d'ailleurs, on commence à voir des technologies qui sont largement utilisées, comme par exemple Leaflet, qui est l'équivalent d'un Google Maps open source, qui permet d'afficher les données. Et ces rendus 3D isométriques que je vous montrais étaient d'ailleurs générés par ses créateurs en Leaflet. Donc ça fait partie des formats. Et enfin, ma conclusion sur la partie notebook, c'est que c'est un outil qui est très utile pour représenter les données, et qu'avec des formats de base, notamment HTML et plus particulièrement SVG, ça permet de très facilement représenter des ensembles de données de façon à beaucoup plus facilement pouvoir prendre des décisions. Donc voilà, je termine en remerciant les sponsors et les gens sympas, à savoir donc mon employeur Margot, cabinet de conseiller de recrutement dans la finance pour les hautes performances informatiques, et bien sûr le salon de la data qui nous accueille aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Et donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui. Excusez-moi, je vais couper l'information, mais au final, j'ai l'impression qu'il y a un moment où vous détectez automatiquement les diamants. Ouais. Vous vérifiez, qualifier qu'ils soient accessibles ou non. Ça, c'est une représentation de la donnée que vous allez qualifier. C'est grâce au coloris, c'est grâce à quoi? Alors, c'est une partie beaucoup plus technique. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais capable en effet de repérer en 3D les diamants. Ce que j'ai fait, c'est que je me dis il faut creuser un puits vers ce diamant et il faut faire attention au bord. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un format en croix de 5 éléments avec le diamant au centre qui vient de la position du diamant jusqu'à la surface. Et je me suis dit, si dans ces 5 colonnes qui composent cette croix, il n'y a pas de lave, pas d'eau qui va déborder, pas de monstre, je suis en effet capable d'accéder à ces diamants. C'est ça, les voisins. Et comme il y avait une question de cluster, c'est-à-dire que les diamants sont souvent collés les uns aux autres, je combine ces croix de façon à créer un cluster. Et après ça, je
je contrôle la totalité des colonnes appartenant au cluster. Ce qui n'est pas tout à fait correct, puisqu'en réalité, on creuserait un seul puits, et après ça, on creuserait autour du cluster. Mais là, j'ai préféré me dire, voilà, qu'est-ce qui se passe si on creuse un puits qui va de la surface jusqu'au fond. C'était d'ailleurs non pas une de mes erreurs, mais en tout cas, quelque chose que je n'avais pas pris en compte, en me disant, ah oui, mais c'est vrai qu'on n'accède pas aux diamants individuellement, il y a des clusters. Et donc, si je compte les clusters, j'ai d'autant plus de chances d'améliorer la quantité globale de diamants accessibles à la fin. Le 12% de diamants accessibles, voilà, c'est vraiment sûr et certain. Et le diamant lui-même, vous hésitez comment? Alors le diamant lui-même, comment est-ce que je le détecte? C'est à partir du moment où je peux convertir les nombres longs en données. Là, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai une matrice 3D d'identifiant. Donc je sais où est la position du diamant. Minecraft fonctionne en chunk, en colonne verticale, ce qui fait qu'après ça, en termes d'accès aux données, j'ai pu faire assez facilement en notebook d'un équivalent d'approche fonctionnelle, c'est-à-dire que j'ai une fonction qui automatiquement, à partir de la région, va transformer toutes les colonnes en un format personnel qui permet d'accéder plus facilement aux données. Ces colonnes sont elles-mêmes divisées en cubes de 16 éléments de côté, et après ça, donc, il y a des autres règles. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi une approche verticale, tout simplement parce que les données sont enregistrées de façon verticale dans Minecraft, donc c'est beaucoup plus facile de faire des raisonnements verticaux. D'accord. Mais vous avez quand même imputé à la main le typage en fait, des matériaux. Le typage des matériaux alors le typage des matériaux a l'avantage dans Minecraft, la palette indique de façon compréhensible les éléments, c'est-à-dire que l'identifiant diamant est littéralement marqué identifiant diamant. Il y a en réalité diamant et une variante, qui est le diamant profond, et j'ai aussi un dictionnaire qui me permet de convertir les données dans un format disons dans une table simplifiée, et c'est aussi comme ça que j'ai pu faire les statistiques, notamment sur le pourcentage de pierres, de liquide et compagnie, puisque je pouvais facilement, donc avec une approche fonctionnelle, disant prends mes 3 millions de données, fais-les passer dans le dictionnaire, affiche-moi le résultat en groupant par identifiant. Et ce qui fait qu'après ça, j'ai un petit tableau directement dans le notebook m'affichant ces éléments. Mes traitements les plus complexes prenaient 1 minute, c'est-à-dire que j'avais vraiment accès à l'intégralité des données, y compris les transformations les plus complexes, notamment celles avec voisins, clusters et compagnie, donc en 1 minute. À l'approche fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de volonté d'avoir une optimisation des performances, donc simplement ça prend du temps, mais voilà, 1 minute pour le traitement le plus complexe pour un grand fichier d'une région, c'était largement suffisant, d'autant plus que cette présentation est visuelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est sur une région, on comprend facilement de quoi il s'agit. Si j'avais pris un espace plus grand, sur par exemple des centaines de mètres ou 1 kilomètre, ça aurait été beaucoup plus difficile de se représenter ce qui était montré. C'est aussi une faiblesse du système. La data visualisation, quand c'est lié aux jeux vidéo, ça marche qu'à partir du moment seulement quand on comprend ce qui est à l'écran. Si l'échelle ne permet plus de comprendre ce qui est à l'écran, bah en fait on a un gribouillis, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Entendu. Bah ça met fin à la présentation. Merci beaucoup.